internautes, merci de rester connectés sur Panafrique Média. On reçoit encore sur ce plateau M. Anissé Bongo, écrivain, défenseur de la tradition africaine, en particulier gabonaise, mais aussi un homme d'affaires accompli et plein d'expérience qui nous livre aujourd'hui dans son magazine Croissance Plus une analyse politique mais aussi économique. Il parle des réussites et les déboires du pouvoir de la transition, une analyse pertinente, partagée ici de manière gratuite, distribuée dans les lieux publics. Et on peut également s'en procurer à la radio Ubuntu pour quelques exemplaires. Monsieur Anissé Bongo, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir une fois de plus encore chez vous. Merci pour parler de votre magazine Croissance Plus, qui apparemment fait des analyses pertinentes sur le plan économique, mais aussi politique. Dans votre magazine Croissance Plus, le dernier numéro, vous vous interrogez sur le pouvoir actuel, tout en faisant une comparaison avec le pouvoir déchu. On va dire, retracer un peu les projets qui ont été entamés durant la transition. Est-ce qu'il y a intrigue dans ces petits bilans, si on peut le dire comme ça? Vous invitez le pouvoir de la transition à s'appuyer sur des financements propres et durables. Qu'est-ce que cela signifie? Bon, disons que depuis l'avènement du CTRI, avec le président Brice Clotaire Olinguema, effectivement, nous avons qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'investissements horizontaux, c'est-à-dire les routes qui sont faites en ciment. Ils ont construit près de 600 km de routes en moins de 20 mois, et beaucoup d'investissements verticaux, notamment des immeubles. Il y a presque 4 grandes tours qui sont en construction, de 40 étages, le plus grand centre commercial, je crois, d'Afrique noire ou d'Afrique centrale. Et tout ça nécessite de gros investissements. Il ne faut pas oublier que nous sommes en période de transition. Donc en période de transition, il est très très difficile d'avoir des bailleurs ou des fonds agrémentés par les institutions internationales. Et donc, au vu de tout ce qui est lancé, je suis un peu inquiet, effectivement, sur la pérennité des financements pour ces projets. Et surtout, il faudrait essayer d'éviter la situation des éléphants blancs, où on a lancé le projet et il ne va pas à terme. C'est 40 étages, ça ne se construit pas en 2 mois ou en 10 mois. Donc il va falloir un certain temps pour cela. Or, aujourd'hui, nous avons une situation où nous sommes à la fin de la transition, puisqu'il y a des élections, et tout ça sera revu pour, j'espère, une continuité après les élections. Est-ce que vous ne pensez pas que parmi les projets lancés, il y a effectivement des éléphants blancs? Vous parlez du taux de chômage, le président de la transition avait promis 1000 postes distribués un peu dans les ministères. Aujourd'hui, on voit la grève, ces associations de chômeurs qui se plaignent que leurs dossiers n'ont pas été pris en compte. Et aujourd'hui, les retraités qui n'ont pas perçu la deuxième tranche de leur... Vous savez, tout ne se fait pas par un coup de baguette magique. Ça prend beaucoup de temps. Et effectivement, il y a de la planification. C'est vrai que le président de la transition, à ses débuts, est allé très vite, en annonçant plusieurs choses, effectivement, les embauches, tout ça, ce sont les prévisions. Mais l'applicabilité prend beaucoup plus de temps que les paroles qui sont dites. Et quand on parle de 60 000 emplois à la fonction publique en plus, c'est impossible à faire en 20 mois, ça n'a pas de sens. Mais ce sont des prévisions qu'ils ont prévu de faire pour les chômeurs, pour les jeunes. Il y a beaucoup, c'est de la politique. Mais le concret est très difficile en application du fait des équipes qui ne suivent pas forcément. Vous savez, la parole du chef n'est pas forcément exécutée sur le terrain. Et là, il faut un superbe entourage. Il faut un entourage qui vous comprend, qui puisse vous tempérer, qui puisse vous dire que ceci est possible, ceci n'est pas possible. Or, on se retrouve avec un certain nombre de personnes autour qui sont toujours en train de jouer le même jeu que son prédécesseur, qui l'emmènent vers des propositions, vers des propos qui ne sont pas forcément réalisables.
Et c'est là où est tout le défaut. Alors justement, vous êtes en train de dire que souvent la parole du chef n'est pas souvent parfaitement exécutée sur le terrain. On voit bien que le président de la transition pense à la jeunesse en voulant éradiquer le chômage, en essayant d'encourager les Gabonais dans l'entrepreneuriat. Il a d'ailleurs à cet effet mis en place une banque de développement qui devra accompagner l'entrepreneur. Est-ce que vous pensez que cette manière de faire, c'est-à-dire la parole du chef ne sera pas respectée, ne viendra pas empiéter, cette gestion ne viendra pas empiéter dans le fonctionnement de cette banque? Quelles sont les mesures ou quels sont les mécanismes qui doivent être mis en place pour que cette banque-là fonctionne de manière efficace? Moi, je n'ai pas abordé la banque des entrepreneurs qui a été créée. C'est une très bonne idée, c'est vrai. Mais ce qu'il fallait faire en parallèle, et j'espère que cela a été fait, c'est d'identifier les entrepreneurs en question qu'on veut aider. Parce que si on veut se fier à l'existant, il y a très très peu d'entrepreneurs gabonais. On ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain, ou qui veut devenir entrepreneur. Il faut une formation. Okay? Et les formations ne suffisent pas, il faut une certaine expérience. Donc ce qui aurait été judicieux, c'est qu'en même temps qu'on crée cette banque des entreprises, c'est d'identifier les entrepreneurs gabonais, ce qu'on appelle un petit peu entre guillemets les champions, qui ont déjà réussi, et voir comment améliorer celle-là. Parce que quand on parle de l'entrepreneuriat, on veut lancer de nouveaux entrepreneurs, de nouveaux jeunes entrepreneurs, ce n'est pas la première fois. Son prédécesseur l'a fait. Omar Bongo l'a fait. Et aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'entrepreneurs champions gabonais. Parce que c'est un milieu concurrentiel. Il ne suffit pas de se lancer et dire que ça va marcher. Les étrangers qui sont ici sont fortement expérimentés. Donc, il faut s'appuyer d'abord sur les Gabonais qui ont réussi, qui ne sont pas nombreux. Et avec eux, voir quelles sont les difficultés pour d'abord améliorer leur stabilité, leur donner plus de force avant de penser à de nouveau. Parce qu'en les améliorant, eux, ils vont embaucher des Gabonais qui vont prendre l'expérience avec eux pour pouvoir aller plus loin. Donc la banque, c'est très bien, mais je ne suis pas sûr qu'elle va réellement permettre de développer un tissu d'hommes d'affaires gabonais. Ce n'est pas la première. On avait déjà eu l'expérience du Fodex à l'époque, de Mabongo, qui était fait pour cela. C'est bien allé nulle part. Avec Ali, il y a eu d'autres aussi, effectivement, le président Ali. Et là, je trouve qu'il y a des projets qui sont allés trop vite. Donc il faudrait un peu plus de réflexion, un peu plus de stratégie. Pourquoi ne pas commencer par créer des think tanks, des cercles de réflexion thématiques, pour pouvoir voir quel est le problème de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Vous regroupez un certain nombre d'entrepreneurs et d'experts, une vingtaine, qui vont prendre un mois pour réfléchir et dire quels sont les problèmes à l'entrepreneuriat. Ce n'est pas forcément la banque. Les banques, il y en a plusieurs déjà. Et toutes les banques au Gabon croulent sur la liquidité. Ils ont beaucoup de liquidité, mais il n'y a pas de demandeurs. La plupart des emprunteurs viennent de l'étranger. Ce sont des étrangers qui empruntent, les Libanais, beaucoup plus que les Gabonais. Donc la banque, oui, mais ce n'est pas suffisant. D'accord. À quelques semaines de la prochaine élection présidentielle prévue le 12 avril, vous décrivez en quelque sorte dans ce magazine le climat politique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Non, mais à quelques heures d'élection, à quelques semaines d'élection présidentielle, effectivement, il va de tous les sens. Toutes les associations appellent à la candidature du président de la transition, même si je trouve que c'est injustifié. Il n'y en a pas besoin. Je ne vois pas pourquoi on fait appel à sa candidature. Lui seul, je pense, prendra la décision au moment voulu. Il n'est pas question de forcer à être candidat. Et il a dit au départ qu'il n'était pas candidat, qu'il voulait des civils, mais aujourd'hui, force est de constater que sur la place, il n'y a rien. Et constatant qu'il n'y a rien, ben, il sera obligé d'y aller. Ça, c'est mon analyse. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de forcer à ce qu'il soit candidat, qu'il y ait des associations, des pétitions, de ceci, cela, de tous les côtés. Ça sert à quoi? C'est de la politique. Il est seul maître de son destin. S'il veut y aller, il dira je vais y aller. Et maintenant, en termes d'adversaires, opposition, je ne sais pas s'il y a une opposition, nous sommes en phase de transition. Il n'y a pas d'opposition majorité.
c'est la transition qui décide de tout ce qui va être mis en place. Et le but était de remettre en place des élections libres et transparentes. Il n'y a pas d'opposition, il n'y aura que des candidats. Et le meilleur gagnera, tout simplement. D'accord. Pour conforter votre analyse, vous avez fait dans votre magazine une rubrique développement personnel. Et là, on va rigoler un peu parce que vous faites la description du peuple gabonais. Vous le décrivez comme un peuple fier, gentil, accueillant, très exigeant et versatile. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Versatile, pourquoi? Parce que, vous savez, au Gabon, du jour au lendemain, vous êtes héros et en même temps méchant. Pour rien du tout. C'est-à-dire, on a l'impression que les gens ne prennent pas le temps d'accorder de la chance à ce qui est proposé. Je vais vous donner 2 exemples concrets. Vous voyez, Taxi Gab. Quand c'est venu, tout le monde a crié, voilà, c'est des taxis chers, il y aura les compteurs dedans et tout, sans même savoir ce qu'il y a. On ne va pas monter dessus, c'est de n'importe quoi, on a déjà vu ça. Aujourd'hui, tout le monde est fier des Taxi Gab. Parce que ce n'est pas des taxis compteurs, et c'est même les taxis les plus recherchés aujourd'hui. Dernièrement, il y a eu des tricycles là qui ont été amenés. Ça a fait un scandale grave. Ils sont où ces tricycles aujourd'hui? Personne n'en veut. Mais au lieu de se fâcher, ça peut être utilisé à autre chose. Si ça ne convient pas à transporter les gens, mais chercher autre chose à faire avec. Mais il y a toujours une utilité. Et ça, tout ça, ça revient sur qui? C'est toujours le président de la transition. Un coup, il est mauvais, puis il est bon. Quand c'est pas bon, c'est mauvais. On ne sait pas. C'est ça la versatilité. Le peuple gabonais, c'est vraiment un peuple, je pense que c'est peut-être, il a été trop exposé à la culture occidentale via la télé. Les Gabonais ont été en Afrique noire, je pense, le peuple le plus libéré du temps d'Omar Bongo. Et ils ont voyagé, la plupart des étudiants en prenaient à l'étranger, ils ont vu tellement de choses, oubliant quelle est la réalité locale. Et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de versatilité. D'accord. Et justement, pour accompagner la transition, vous parlez de l'entourage du président de la transition, disant que ce sont les mêmes qui ont causé, si je peux le dire, la chute du pouvoir Ali Bongo, aujourd'hui aussi qui accompagne la transition. Est-ce que pour vous, ça veut dire que les mêmes actions vont produire les mêmes effets? Est-ce qu'il n'y a pas donc véritablement eu de rupture attendue par les Gabonais lors de cette transition? Vous savez, un proverbe bantou dit « un seul doigt ne l'a pas le visage ». Le président Oligui seul ne peut pas gérer le pays. Ça, c'est impossible. Donc, il faut une équipe. Mais il faut une équipe adaptée à ce que lui il veut et adaptée à ce que les Gabonais veulent. Alors, s'il s'entoure des gens qui ont été avec son prédécesseur, ces gens-là ont des habitudes, ont des comportements qu'ils ne peuvent pas changer. Donc, ils vont faire exactement la même chose qu'ils faisaient quand ils étaient avec le prédécesseur. Et ça risque d'emmener le président actuel dans le même résultat, sinon pire. Parce que les gens qui ont déjà failli, vous les remettez là en place, ils vont faillir doublement. Donc effectivement, ça c'est un gros risque. Il doit faire attention à l'entourage qu'il a. C'est vrai que ce n'est pas évident de sélectionner les équipes, parce que c'est un poste, je ne pense pas qu'il était prévu qu'il arrive là. C'est un coup de force majeure. Maintenant, il faut qu'il s'adapte. Et pour s'adapter, je comprends que ce n'est pas du tout évident. Parce que identifier des collaborateurs efficaces, la preuve, il nous avait présenté un génie aux finances, qui a fini aujourd'hui. Mais on a peut-être un nouveau génie qui est arrivé. Parce que, bon, vous savez, tel père n'est pas tel fils. Même si le père était un grand banquier, un grand financier au Gabon, le fils sort de Harvard. Mais Harvard, c'est pas le Gabon, hein. C'est une école. Il sort de l'école, peut-être une petite expérience, on va voir, mais gérer un État, une nation,
il faut beaucoup d'expérience. Justement, parlant d'expérience, est-ce que vous ne pensez pas que le général Brice Clotaire Olivier Nguema a voulu s'entourer des personnes déjà qui avaient déjà de l'expérience dans la gestion de la cité? Oui, quand on parle d'expérience, effectivement, ce n'est pas seulement dans la durée, c'est dans l'expertise aussi. Mais attention aux médiocres. Les médiocres, ce n'est pas forcément quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Vous avez des gens qui sont très diplômés, mais qui sont médiocres. C'est-à-dire qu'ils ont un mauvais fond. Donc les diplômes ne suffisent pas. Il faut d'abord aussi avoir un peu de déontologie, avoir la connaissance du peuple, donc de la culture locale, pouvoir maîtriser les arcanes du pouvoir, comment est-ce que la société gabonaise se structure, avant de venir mettre en place toute votre expertise ou toute votre expérience. Et ça, ce n'est pas aussi évident que cela à trouver. La plupart du temps, on se concentre sur les diplômes, les CV, mais de nos jours, ce n'est plus ça. De nos jours, il faut se concentrer sur la façon d'être de la personne, le caractère, le modèle de vie. À partir de là, essayer de voir si cette personne peut occuper tel ou tel poste. Parce qu'aujourd'hui, l'expertise, elle est gratuite sur Internet. Et en plus, avec l'émergence ou l'arrivée de l'intelligence artificielle, les assistants performants, il n'y a pas mieux que sur Internet. Donc, c'est beaucoup plus les caractères ou les personnalités qu'il faut identifier et prendre des gens qui sont beaucoup plus orientés, famille, sérieux, concrets, et plutôt que les diplômés. Alors, vous lui dites, quand vous dites il faudrait qu'il corrige très vite cette erreur à l'issue de la présidentielle du 12 avril prochain, c'est comme si vous considérez que la victoire lui était déjà acquise. Je vous dis que nous sommes dans une phase de transition. C'est même une question de victoire. Une élection qui va être mise en place, ceux qui vont concourir, le premier passera. Peu importe qui il est. Et aujourd'hui, comme je vous le disais encore, le président de la transition est la personne la mieux indiquée aujourd'hui. Parce que quand je regarde le paysage de la politique, des hommes politiques, il n'y a personne qui sort du lot. Personne. Que ceux qui parlent, qui étaient avant en place, ne font que répéter les choses qu'on a toujours pensées tout bas. Ils ne disent rien de nouveau, absolument rien de nouveau. Oui. Et aujourd'hui, il faut voir qu'il faut quelqu'un, pas qui est forcément l'expérience, mais qui peut incarner un désir de la population. Et je pense que le seul aujourd'hui qui draine cette volonté populaire, c'est le général de brigade. Brice Clotaire. Absolument. Il n'y a que lui pour le moment. Voilà. Maintenant, après l'élection, il a intérêt à rapidement s'atteler à changer les choses et ne pas continuer sur la voie que je constate actuelle. Parce que d'abord, remettre les militaires dans les casernes, ça va être très compliqué. Surtout que les partis politiques aujourd'hui n'ont pas voix, puisqu'ils ont été suspendus. Et la démarche de ramener les partis politiques va prendre un certain temps. Et ramener les militaires en caserne prend une autre dimension aussi. Est-ce que les hommes autour vont réellement réussir cela? Il a intérêt à être très très vigilant pour nous éviter un autre coup de force ou un autre dérapage ou peut-être nous entraîner vers un régime qui sera beaucoup plus dur, plus serré. Aujourd'hui, on peut dire que tout est ouvert. Tout est ouvert. Et tout repose sur un seul homme. Un seul homme. Il a toutes les clés. À lui d'être vigilant, à lui de faire très attention, parce que tout est possible. Autant 2023, les choses étaient claires, on n'en voulait plus. Autant 2025 là est très explosif. Si je peux caricaturer. Je vais vous rassurer que ce magazine est très intéressant. Malheureusement, on ne pourra pas aborder toutes les questions. J'invite donc les internautes à se rendre du côté de la radio Ubuntu pour avoir des exemplaires. Vous avez également
compte tenu du temps qui nous est imparti, on va aborder le dernier aspect. Vous avez quand même effleuré l'actualité internationale en comparant les initiatives de Donald Trump, les décrets qu'il a pris d'entrée de jeu à la Maison-Blanche, à celle de l'AES. Vous avez dit qu'il a un peu copié l'AES. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui. Comment vous voyez ça? Vous voyez, l'AES, les 3 pays de l'AES ont décidé d'une rupture totale, complète, intègre avec le monde entier. En ne se basant que sur eux et absolument eux seuls. C'est ce que Donald Trump est en train de faire. Il lâche l'Europe, il lâche l'Amérique du Sud. Il ne s'occupe que de lui et il veut attaquer pour prendre le Canada. Vous voyez? C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il a compris que nous étions dans un monde, nous étions dans la mondialisation et la globalisation. Okay? L'AES est venu montrer que la mondialisation et la globalisation sont des choses qui ne sont que des illusions. Il faut d'abord se reposer sur soi-même et après aller vers le monde. Et ne pas se dire que nous sommes, nous faisons maintenant partie du monde entier, qu'il n'y a pas le choix, il faut suivre le monde. Ce sont des histoires. Et Trump, justement, c'est ce qu'il fait. Ce que je dis, il s'est inspiré des pays de l'AES. Il ne faut pas se cacher, tout simplement. Merci beaucoup, Monsieur Anissé, de nous avoir accordé ce petit temps. Nous allons je vous remercie. Boucler l'interview. Est-ce que vous aurez un mot de fin ou quelque chose à dire? Le seul mot de fin que je peux dire, d'abord, le journal, effectivement, ce magazine est un magazine gratuit, il est distribué, il est réservé, je dirais, entre guillemets, aux décideurs et aux leaders, parce qu'il y a des analyses qui sont un peu plus complexes. Et ce que moi j'aimerais, c'est que les gens puissent lire, les gens puissent s'exprimer, que les libres expressions se manifestent et qu'on puisse, ensemble, tous les Gabonais, essayer d'aller vers un Gabon que nous avons tous dans le cœur, que je pense le président de la transition a aussi dans le cœur, et qu'on essaye d'être indulgents les uns envers les autres. Okay? Et surtout, se concentrer pour que chacun puisse participer à cette édification et apporter sa pierre angulaire pour que le Gabon puisse retrouver sa splendeur, aller vers la félicité et le rayonnement international. Merci, Monsieur Anissé. Je vais faire un peu l'avocate des entrepreneurs. On aimerait aussi profiter de l'expérience de l'homme d'affaires que vous êtes au prochain numéro de Croissance Plus. Parler un peu plus de l'économie, les défis, un peu globaliser pour encourager ceux qui ont envie de se lancer dans ce domaine. Apportez vos idées, on va les mettre. Merci. Merci. Nous avons terminé notre interview avec notre intervenant aujourd'hui, M. Anissé Bongo. Vous l'avez suivi. Merci de rester connecté sur Panafrique Média et sur toutes nos plateformes.